Oui, vous l'avez dit Nicolas, développer un immobilier durable, cette rengaine résonne aujourd'hui comme un impératif face à l'urgence climatique et aux enjeux longtemps reportés sur la génération suivante. Effectivement, c'est vraiment un dilemme, hein, on peut le dire Bien aujourd'hui. sûr, ouais. C'est relever ce défi tant sur la construction que sur les modes d'habitat, avec aussi parfois des idées qui sont toujours là, hein, qui sont présentes, et une formidable émulation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jeanne Massa. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Voilà, Nicolas. cofondatrice de Habitéo. Oui, Alors nous, on se connaît bien, hein, puisqu'on a quasiment démarré ensemble. Merci d'avoir accepté cette invitation. On peut le dire, c'est officiel. Habitéo a été racheté par le groupe Bien Ici. Bien effectivement. Ici, qui est un moteur de recherche, qui est aussi un franc succès, puisque Bien Ici s'est hissé à la 3e place du podium devant Se Loger et Le Bon Coin. C'est pas neutre. En moins de 7 ans d'existence, c'est juste remarquable, avec plus de 15 millions de visites. Bien évidemment, vous nous en parlerez, puisqu'on va pas bouder notre plaisir sur ce rachat et nous expliquer quelle est la vision aussi d'Habitéo. Mais bien évidemment, comme il est d'usage dans la Côte Imo, c'est Nicolas qui va vous poser la première question. Moi, j'ai envie de vous poser, Jeanne Massa, la question un petit peu en lien avec la thématique. Comment est-ce qu'on fait pour développer un immobilier durable? À savoir qu'effectivement, donc, là, aujourd'hui, il y a eu un rachat par Bien Ici. Donc, on va voir peut-être comment ça va s'intégrer, effectivement, dans les offres qu'on peut voir, effectivement, sur, j'ai envie de dire, sur cette plateforme, hein, de mise en relation, ou en tout cas qui permet des transactions. Quelles sont, vous, les pistes que vous avez chez Habitéo pour développer cet immobilier durable, Jeanne Massa? Alors, je dirais pas chez Habitéo. Habitéo, c'est finalement c'est une boîte à outils pour optimiser la commercialisation de l'immobilier du neuf. Mais si on parle immobilier durable, il faut peut-être se poser la question de ce qu'est l'immobilier durable. Bien sûr. Aujourd'hui, dans les premières préoccupations, on veut un immobilier qui soit moins consommateur d'énergie, un immobilier qui soit mieux isolé, un immobilier qui ait plus de confort sonore, etc. Toutes ces informations, finalement, le plus important, c'est de les donner en transparence aux consommateurs. D'accord. Pour qu'ils puissent, quelque part, faire des choix dans leurs achats, dans leurs locations qui soient pertinents. Parce que là, il y a deux sujets ou deux stratégies. Le premier sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour, en tant que constructeur, promoteur, créer un immobilier durable. Ouais. Et l'autre, c'est le sujet de la transparence. Et finalement, c'est le marché qui fera qu'on ira plus vers tel ou tel bien en fonction de sa performance énergétique. Exactement. Dans la construction, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux procédés constructifs qui emmènent vers un immobilier plus durable. Maintenant, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre, et il faut être quelque part assez clair aussi, c'est que c'est aussi un immobilier plus coûteux. On s'y retrouve après, mais aujourd'hui, l'adéquation pour des promoteurs qui construisent de nouveaux logements entre le poids de la réglementation et la volonté ou la nécessité de se recaler sur les enjeux environnementaux, eh ben, ça coûte plus cher. On a un pourcentage ça coûte par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, ça coûte combien plus cher? Tout dépend jusqu'où est-ce qu'on va. D'accord. Tout dépend jusqu'où est-ce qu'on va. Oui, parce que c'est une grille qu'on respecte ou non. Oui. On a peut-être un exemple. Je peux citer Woodeum qui s'est engouffré qui est un promoteur qui s'est engouffré véritablement avec des valeurs en disant nous on construit en bas carbone, basé sur du bois, etc. Il y a à peu près 20% de plus sur la partie constructive. Est-ce qu'on peut aller la rechercher ailleurs, ce jeu-là? En plus, aujourd'hui, si on prend encore le contexte économique dans lequel on est, ils se posent tous la question parce que les prix des matériaux augmentent. Bien sûr. Il faut réfléchir les choses différemment. Ça peut augmenter encore plus. Donc, il y a un enjeu aussi sur la commercialisation, et c'est là où peut-être moi, en tant qu'Habitéo, je peux apporter quelque chose, sur l'intermédiation de la commercialisation, où on peut aller, avec le digital, à réduire certaines dépenses. Voilà. Mais il est important, je pense, aujourd'hui, qu'on soit aussi dans une optique de dire, pour moi, l'immobilier durable, c'est un immobilier qui se fait dans quel timing? Je sais pas, on en a débattu avec Sylvain à certains moments, mais en France, on construit
pour quelque chose de très pérenne. On construit pour les siècles à venir. Dans d'autres pays, on construit pour 50 ans, 60 ans, 70 ans, en se disant que derrière, on défait et on refait. Ça, c'est Singapour, c'est Hong Kong. En France, on construit pour les siècles à venir. Et la durabilité, est-ce que c'est pas à un moment de dire, si on est conscient dès le départ, il y a des boîtes aujourd'hui, il y a des innovations en France sur l'économie circulaire qui peuvent, dès le moment de la construction, pouvoir prédire ce que coûtera le coût de la rénovation ou de la déconstruction. Ou même de l'obsolescence. Ou de l'obsolescence, bien sûr. Mais donc, il vaut mieux, si je comprends bien, construire pour les siècles à venir. Ça coûte moins cher en termes de... Justement, ça coûte moins cher en termes d'empreinte carbone si on le fait bien dès le début. Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas réellement, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les passoires thermiques qu'on a en France, si on pouvait déconstruire plus facilement et reconstruire, la rénovation, finalement, coûte moins cher. Donc, ou reconstruire du neuf sur de l'ancien, ça peut... La destruction, c'est-à-dire la déconstruction coûte beaucoup moins cher que la rénovation, par exemple. Mais il y a un aspect dans ce que vous dites, vous avez absolument raison. Sur la question, il y a un changement de paradigme, et effectivement, il nous faudra de toute façon inventer un immobilier, on va dire, plus mobile, entre guillemets. Sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est le problème patrimonial, en fait, en France, qui nous touche. C'est-à-dire que nous avons ici une architecture patrimoniale sauvegardée, et qui fait partie en fait des aspects culturels du pays, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Et le problème, c'est qu'effectivement, même si dans certains modes de construction, au XVIIe siècle par exemple, on pensait déjà aux îlots de fraîcheur par rapport à l'épaisseur des murs, par exemple, qui permettaient de contenir la chaleur l'hiver et de contenir la fraîcheur l'été, ça c'était des modes constructifs qu'on est en train de se réapproprier. Non, ce que je voulais vous dire, c'est justement, en tant qu'acquéreur, on a une infographie qui nous donne des choses qui sont très éloquentes. Pour 56% des personnes abordées, un logement durable répond aux enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience massive, en fait, il y a une espèce de bascule, une masse critique qui a basculé dans ce niveau de conscience. C'était beaucoup moins, bien évidemment, plus de la moitié moins, il y a seulement 20 ans. Ils consomment peu d'énergie pour bien évidemment, c'est dans leurs critères. 55% des réponses disent que c'est peu consommateur, bien isolé 53%, et confortable en hiver comme en été sans clim 50%, et permet de respirer un air de bonne qualité, et ça, l'air intérieur comme l'air extérieur, c'est nouveau, c'est 46%, est agréable à vivre 45%. C'est une source qui nous a été confiée par Qualitel de l'Habitat en partenariat avec l'ANA. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un public prêt. Vous qui faites de la modélisation pour vendre des immobiliers neufs, dans la shortlist des volontés des clients, il n'y a plus de débat là-dessus. Non, il n'y a plus de débat. Et on peut montrer effectivement la partie confort. On peut apporter de l'information ou de la transparence. C'est là où on se dit qu'il y a un vrai enjeu dès la recherche immobilière de pouvoir rentrer ces critères-là. Pour dire... Est-ce que le fait que ça coûte plus cher permet, grâce aux économies d'énergie, finalement, de gommer le prix de sortie, qui est effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois de 20 à 25% d'écart, en disant que finalement, je vais utiliser un mauvais jeu de mots, mais finalement, un habitat qui fait gagner du pouvoir d'achat. C'est possible? Oui, c'est possible. Il faut trouver encore une fois, là, on est en dépendance de où on se trouve, quels sont les matériaux qui ont été utilisés, quelles sont les ouvertures qu'il y a. On peut calculer beaucoup de choses, mais la consommation d'énergie, elle se calcule sur le mode constructif, sur l'isolation qui a été fait, sur effectivement une partie qui est de connexion, de logements connectés, pour ne pas avoir à éteindre une lumière, pour pouvoir bénéficier d'un ensoleillement. Ça dépend de ce qu'on aura utilisé en termes de vitres. Il y a des vitres qui sont aujourd'hui occultantes et qui permettent de jouer en fonction de l'ensoleillement, apporter la meilleure qualité de la lumière et protéger quelque part de la chaleur. Ça fait partie des choses qui se travaillent pour justement, là-dessus, avant de repasser la parole à Sylvain, je rebondis sur l'infographie. Donc, on parle de respirer un air de bonne qualité ou surtout d'un logement agréable à vivre. Est-ce qu'un logement agréable à vivre, j'imagine que les critères
d'agréable à vivre évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'un ascenseur, il y a 10 ans, on n'en aurait pas parlé, ou il y a 50 ans, on n'en aurait pas parlé. Post-Covid, des espaces extérieurs. Aujourd'hui, l'espace extérieur... Et l'aéromarin qui a instauré maintenant... Alors, heureusement, vous avez échappé, le neuf a échappé aux deux ouvertures, puisque, effectivement, là, ça aurait été franchement compliqué. Là, on est quand même sur une double exposition, donc c'est plutôt pas mal. Mais justement... Alors, est-ce que finalement, post-Covid, c'est quoi? Espace extérieur? Est-ce que c'est plus ou moins d'espace? C'est peut-être pas plus d'espace, c'est un espace mieux agencé dans lequel on peut avoir des zones qui sont véritablement privatives et avec effectivement de quoi réaliser un bureau même qui soit suffisamment agréable avec une ouverture sur l'extérieur et un espace extérieur. Et cet espace extérieur, il n'a pas besoin d'être énorme, mais le balcon aujourd'hui rentre pour certains, certains promoteurs aujourd'hui disent 100% des logements vont avoir un extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui a changé post-Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la projection, on peut montrer tout ça. Et pouvoir donner l'information quand on est dans une visite virtuelle de ce que peut être le logement, en ayant finalement vu sur l'extérieur, en pouvant se projeter, voir qu'on peut mettre une chaise, on peut mettre une table, on va pouvoir prendre notre café en extérieur, on peut regarder la vue qu'on peut avoir sur l'extérieur, mais on peut avoir l'information sur le mur de savoir quelle est l'économie d'énergie qu'on va pouvoir faire. On peut avoir la vision de ce qu'est l'ensoleillement sur la totalité de l'année, donc de se dire en hiver, finalement, l'ensoleillement sera moindre et finalement, il va quand même falloir que je me chauffe, etc. Donc, etc., fait, etc. On ne veut plus rien découvrir le jour où on arrive dans son bien. Quoi. On veut tout savoir avant. Parce que ça, c'est quand même assez antinomique avec la façon dont fonctionne le marché de l'immobilier depuis plusieurs années. Généralement, on découvre la moitié des choses quand on arrive dans le bien en question. Mais je pense que ça, c'est la pression du consommateur. Il a besoin d'informations. Il a besoin de la transparence de l'information. Il se déplace après. Et puis sur Deneuve, il se déplace pour voir un terrain vague. Oui, bien donc, sûr. À un moment donné... Il a plutôt acheté un plan. Il a acheté un plan. Donc, voilà. Par contre, c'est la même chose sur l'ancien. Si on lui donne l'information de ce que peut coûter la rénovation, de ce qu'il peut obtenir finalement sur son logement et qu'on lui donne la visibilité de ce que c'est, eh bien, on est productif. Quand on rentre sur un moteur de recherche, aujourd'hui, peu importe lesquels, mais quand vous faites une recherche immobilière, si vous avez tous ces critères, que vous les rentrez et que vous pouvez réellement visiter de manière virtuelle 5 ou 6 biens en l'espace d'une heure sur Internet, vous vous déplacez sur le coup de cœur que vous avez eu. Et vous pouvez avoir un coup de cœur directement en virtuel. Ou à distance, parce que c'est pas véritablement du virtuel, c'est du à distance. C'est très clair. Alors, avant de nous quitter, j'ai une dernière question juste rapide. Voilà, dans le projet et du parcours résidentiel, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux acheter du neuf, même si effectivement on manque d'offres de neuf, bien évidemment, est-ce que le neuf, ça reste toujours le bon pari? C'est le bon pari et en fait les jeunes générations elles commencent à le voir, ce bon pari. Aujourd'hui vous arrivez, vous êtes de toute façon avec déjà une énergie qui a été étudiée. Vous pouvez justement avoir toute cette information et aujourd'hui c'est quand même, vous arrivez, vous avez un logement connecté, vous avez un logement qui est déjà adapté, vous avez un logement qui a été pensé avec les nouveaux usages. Alors que dans l'ancien, il va falloir refaire. Après, ça correspond à tout un chacun. Il y a ceux qui ont envie de mettre la main et qui ont envie de construire. Sur le neuf, il y a une vraie appétence aujourd'hui qui n'est pas seulement les investisseurs. Auparavant, on se disait que c'était surtout un investissement. Aujourd'hui, ça peut être un coup de cœur. Et on finira là-dessus, Jeanne Massa. Merci beaucoup d'être venue dans la Côte-Immo nous évoquer effectivement les sujets de développement d'un immobilier durable. Et je rappelle que vous êtes la CEO et cofondatrice d'Habitéo. Merci. Et nous reparlerons d'ailleurs du rachat de Bien Ici dans une autre émission. Dans notre émission, Nicolas. Et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo.